Bonjour et bienvenue à télécharger. Je suis votre hôte Dave Richardson et nous sommes rejoints par un autre David. C'est le David et David Show ce matin. David So, qui est gestionnaire de portefeuille, mais surtout chef de la recherche sur les actions asiatiques chez RBC Gestion mondiale d'actifs, est considéré par tous comme le gestionnaire de portefeuille le mieux habillé au monde. Vous êtes très élégant ce matin, David. Merci, Dave. C'est un réel plaisir d'être ici. J'aurais dû m'habiller un peu plus chic. J'ai l'impression de ne pas être à la hauteur. La prochaine fois, je vous le promets, j'essaierai d'être aussi élégant que vous. J'essaie juste de rester au chaud ce matin. Vous appréciez le temps qu'il fait à Toronto? Oui, j'adore. Je suis arrivé dimanche vers midi. Il a fait un peu plus chaud depuis. Et oui, il peut faire assez froid en Corée aussi, donc c'est un temps agréable et rafraîchissant pour moi. David, avant d'entamer notre discussion sur les actions asiatiques, et nous allons nous concentrer un peu sur le Japon ce matin, pourquoi ne pas nous parler un peu de vous? Je crois que c'est la première fois que vous participez à l'émission. Où habitez-vous? Quel a été votre parcours? Comment êtes-vous devenu responsable de la recherche asiatique dans une grande société de placement? Bien sûr, quand j'étais étudiant, je pensais devenir diplomate. À l'époque, je ne m'intéressais pas beaucoup aux affaires ou à l'investissement, voire pas du tout. Mais les choses se sont enchaînées. J'ai grandi aux États-Unis pendant mes années d'école primaire. Cela a duré environ 5 ans, une période très formatrice, je dirais. Puis je suis retourné en Corée, mon pays d'origine, pour le collège, le lycée, l'université, l'armée, tout ça. J'ai beaucoup voyagé en tant que consultant en gestion. Après avoir envisagé de devenir diplomate, à l'approche de l'obtention de mon diplôme, j'ai réalisé que le monde des affaires avait en fait beaucoup plus d'impact sur ce qui se passe dans le monde réel et sur les gens ordinaires comme nous. Je me suis donc dit que je voulais en savoir plus sur ce domaine et quel meilleur moyen d'apprendre les bonnes pratiques commerciales et la bonne gestion que dans une salle de réunion en tant que consultant en gestion au contact des entreprises du Fortune 500. C'est ainsi que j'ai commencé ma carrière, c'est ainsi que j'ai appris le métier sur le terrain, en gros. J'ai ensuite rejoint une banque d'investissement, c'était à l'époque de la crise financière mondiale, tout le monde parlait des marchés boursiers, c'était l'époque où votre coiffeur et votre chauffeur de taxi vous donnaient des conseils pour acheter des actions Nvidia. Je me suis dit que je ne comprenais pas grand-chose à tout cela. Le meilleur endroit pour apprendre à l'époque me semblait être une banque d'investissement où je pouvais travailler avec de nombreux gestionnaires de portefeuille, chefs de placement différents, et c'est ce que j'ai fait pendant 7 ans. C'est ce qui m'a amené à Hong Kong, peu après la crise financière mondiale, puis lorsque l'opportunité s'est présentée chez RBC, qui cherchait vraiment à développer et à renforcer ses activités sur les marchés boursiers asiatiques, j'ai rejoint Meyer, avec qui je travaille depuis plus de 10 ans. C'est ce qui m'a amené dans cette entreprise. Oui, un invité régulier, Meyer Nalamala, c'est un environnement de travail formidable avec Meyer à Hong Kong. Ce doit être très excitant d'aller travailler tous les jours. Oui, en effet. Ce qui vous donne ensuite l'occasion de venir au Canada en plein hiver avec des températures de moins 20 degrés ici à Toronto. Ce n'est pas habituel, hein? À Toronto, David, nous connaissons un véritable hiver pour la première fois depuis longtemps. Mais ce que nous voyons de toute façon, c'est un printemps, pour ne pas dire un été pour les actions japonaises. Beaucoup de nos invités disent la même chose. Et pour que tout le monde le sache, votre expertise va bien au-delà du Japon, car vous faites des recherches sur toute l'Asie. Oui, toute la région Asie-Pacifique, en fait. Mais cela fait un certain temps que vous et vos collègues appréciez le Japon, maintenant que l'écart a été réduit. Mais il est vrai que depuis le début des années 90, beaucoup de Canadiens ne considèrent pas le Japon comme un endroit où investir. Si vous étiez comme moi, adolescent à la fin des années 70, puis au début de la vingtaine à la fin des années 80, le Japon occupait une place dans l'esprit des investisseurs presque similaire à celle que nous accordons aujourd'hui à la Chine d'un point de vue économique. À l'époque, le Japon était vraiment en tête de tous les autres pays, c'était la deuxième économie mondiale, et beaucoup craignaient, en particulier au sud de la frontière, qu'il devienne la première économie mondiale, qu'il dépasse les États-Unis à un moment donné.
Cela ne s'est pas produit, bien sûr, et le Japon a connu une longue période de stagnation. Mais il est redevenu très attractif, certainement au cours des 18 derniers mois, à 2 ans. Alors David, où en sommes-nous au Japon et à quoi les Canadiens doivent-ils penser lorsqu'ils investissent au Japon aujourd'hui? Je pense qu'il y a certainement un angle intéressant à considérer lorsque nous examinons les actions japonaises, en particulier les opportunités, surtout en ce moment où les gens réfléchissent à leur exposition aux actions américaines. Ils ont peut-être besoin de diversifier leur portefeuille, mais ils ne veulent pas nécessairement s'engager autant sur les marchés émergents. Il s'agit d'une alternative solide au marché développé qui vous apportera stabilité et de nombreux vents favorables fondamentaux que nous aborderons plus tard. Comme vous l'avez dit, je pense que les actions japonaises ont été oubliées pendant longtemps. On connaît l'expression d'une décennie perdue. Dans ce cas-ci, on parle plutôt de 3 décennies. Pendant 3 décennies, le pays a connu une déflation. Je pense qu'au cours des 3 dernières décennies, le salaire moyen aux États-Unis a triplé, tandis qu'il est resté stable au Japon. C'est pour dire à quel point le Japon s'était endormi en tant qu'économie, du moins en termes de macro-environnement. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont tout essayé pour sortir de cette déflation. Rien n'a fonctionné jusqu'à l'arrivée de la pandémie. Avec la pandémie, le monde entier a eu du mal à faire face à toutes ces pressions inflationnistes, le coût de la vie a augmenté et il était vraiment difficile de vivre où que ce soit, tant sur le plan financier que sur tous les autres plans. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que pendant cette période, le Japon a été poussé hors de sa tour, simplement à cause de ce choc exogène. Et depuis lors, grâce à la faiblesse du yen, le pays a maintenu un taux d'inflation positif de 1 à 2 et s'efforce vraiment d'en faire la nouvelle norme. L'économie se réveille, il y a des choses intéressantes, en particulier au niveau des régulateurs, mais aussi au niveau des entreprises, pour vraiment relancer Japan Inc. Intéressant de rappeler que le Japon a toujours été très avancé en termes de puissance technologique dans le domaine de la recherche et du développement industriel. Et cela correspond parfaitement aux thèmes mondiaux que nous observons dans les domaines de l'IA, les semi-conducteurs, les centres de données, l'énergie et bien d'autres encore. Une grande partie de ces dépenses d'investissement qui conduisent à une croissance des bénéfices sur les marchés américains profitent en fait aux entreprises japonaises et à leurs exportations. Il y a donc de nombreuses raisons d'être enthousiaste et heureux d'aborder certains de ces points. Bien sûr, l'un des facteurs particulièrement intéressants pour les investisseurs canadiens, mais aussi pour les investisseurs internationaux qui s'intéressent au Japon, est la faiblesse du yen. Pouvez-vous nous dire dans quelle mesure le yen a baissé et nous donner votre avis à ce sujet? Cela ne concerne pas directement les actions, mais je suis sûr que l'évolution des devises a une incidence sur vos décisions concernant les actions japonaises. Que se passe-t-il actuellement avec le yen et dans quelle mesure a-t-il baissé et quelle sera la suite des choses? Oui, en tant qu'investisseur des actions pour nos clients et pour tous, je pense qu'il y a 2 messages que je voudrais partager. Le premier est que si vous n'avez pas encore réservé votre séjour de ski à Hokkaido, faites-le dès maintenant, car le yen ne restera pas éternellement aussi bas. Tout le pays est en solde, comme en témoignent les chiffres macroéconomiques du tourisme. Beaucoup de gens s'inquiètent du fait que le Japon manque de population pour soutenir la consommation. La stratégie mise en place consiste à importer des consommateurs. Des consommateurs étrangers profitent du ski, de la gastronomie au Japon. C'était déjà une tendance importante avant la pandémie. Il y a bien sûr eu une brève interruption pendant la pandémie, mais maintenant, tout est revenu à la normale. Voilà pour le premier point. Au fait, David, si vous n'êtes pas un auditeur régulier, abonnez-vous à notre balado où que vous l'écoutiez. Nous sommes également sur YouTube. Vous pouvez donc voir la superbe tenue que David porte ce matin pour l'émission. Alors, abonnez-vous, nous adorons recevoir de bons commentaires. Mais David, je l'ai mentionné parce que je parle toujours du Japon comme des destinations touristiques depuis des années à cette émission. Et je pense que je connais plus de personnes qui sont allées au Japon au cours des 2 dernières années que je n'aurais jamais pu l'imaginer. Et ce dont vous parlez est bien réel. Oui, et le ski est phénoménal, la nourriture est encore meilleure. Moi, je suis un grand amateur de café, ce dont nous parlons aussi à l'émission, certains des meilleurs cafés au monde. Mais désolé, j'ai interrompu votre pensée. Donc, le tourisme et tout ça, et ensuite, quoi d'autre?
Non, ce n'est pas une interruption, Dave. Vraiment, quoi de plus concret que cela? C'est l'ampleur de la dépréciation du yen que nous avons constatée. Pour les Européens et les Canadiens, ça fait un long vol, mais les gens font l'effort de voyager parce que c'est vraiment bon marché. Alors, imaginez ce que cela signifie pour les entreprises qui essaient de réserver des exportations ailleurs. Elles bénéficient d'une dynamique de concurrence sur les prix qui leur est favorable comme jamais auparavant. Comme je l'ai dit, il s'agit d'une stratégie du gouvernement visant à stimuler la croissance grâce aux exportateurs, au tourisme et à une inflation positive, et ils essaient de stabiliser tout cela. Nous pensons que la Banque du Japon procédera à 2 hausses de taux cette année. Ils ne sont pas pressés de faire remonter l'yen, ils ne devraient pas s'affaiblir beaucoup plus à partir de maintenant. Je pense que si nous étions il y a 2 ans, nous aurions peut-être été un peu plus inquiets en nous demandant et si ces bonnes performances boursières en yen deviennent un vent contraire dans une autre devise? Vu la situation actuelle du yen, cela devrait plutôt être un facteur favorable à vos rendements boursiers, en plus de ce que font les entreprises du côté monétaire. Et c'est extrêmement important. Nous rappelons souvent aux investisseurs canadiens qu'ils doivent aussi investir à l'extérieur du Canada. Le Canada est une très petite économie et vous limitez vraiment en termes d'opportunités d'investissement si vous restez uniquement ici. Mais lorsque vous investissez à l'extérieur du Canada, vous devez tenir compte des devises. C'est un facteur qui entre en ligne de compte dans la prise de décision. Ainsi, par exemple, si vous investissez au Japon, vous convertissez vos dollars canadiens en yens. Si le yen se déprécie lorsque vous ramenez l'argent au Canada, vous achetez des dollars canadiens. Les dollars canadiens s'apprécient. Vous achetez moins de dollars canadiens, ce qui réduit votre rendement. C'est donc quelque chose à garder à l'esprit. C'est si important de mentionner cela comme facteur d'investissement car cela affecte certainement le rendement de votre portefeuille du point de vue d'un investisseur canadien. Je pense que oui. Et donc, pour résumer, le yen est très faible, c'est le moment idéal pour réserver votre séjour au ski, mais d'un autre côté, cela aide vraiment l'économie dans son ensemble. C'est aussi la thèse défendue. Il y a de fortes chances que cela reste favorable pendant au moins les 12 à 18 prochains mois. Excellent. Alors encore une fois, cela aide les exportateurs. Oui, bien sûr. Mais qu'en est-il du reste de l'économie japonaise? Vous avez mentionné la technologie, son niveau d'avancement. Si vous vous rendez au Japon, vous remarquerez à quel point ce pays est avancé sur le plan technologique. Alors, comment cela se traduit-il dans d'autres domaines du marché qui fonctionnent particulièrement bien au Japon? Oui, c'est un bon point. Je pense que ce qui se passe en ce moment, c'est qu'il y a beaucoup de remaniements dans la chaîne d'approvisionnement mondiale. Il est évident qu'avec les droits de douane et les changements apportés à l'ordre mondial par Trump, je pense que cela entraîne vraiment un remaniement important des chaînes d'approvisionnement. Ce qui est important de noter, c'est la manière dont nous, en tant qu'équipe basée à Hong Kong, l'équipe des actions en Asie, abordons les actions japonaises. En général, les gestionnaires d'actions japonaises sont un groupe de personnes basées à Tokyo, qui lisent probablement le même journal et qui sont peut-être tous des Japonais eux-mêmes. Il y a un certain manque de diversité de pensée dans cette configuration, si l'on peut dire. Mais la façon dont nous avons essayé de construire notre approche il y a déjà plus de 10 ans, lorsque nous nous sommes intéressés aux actions japonaises avant qu'elles ne deviennent aussi cool et sexy qu'elles le sont aujourd'hui, consiste à les aborder au niveau fondamental de l'industrie. Cela nous aide beaucoup aujourd'hui car lorsque les entreprises japonaises exportent des produits, par exemple vers une entreprise taïwanaise ou coréenne de semi-conducteurs, notre équipe peut se rendre en Corée et à Taïwan pour rencontrer l'entreprise qui achète ces produits afin d'avoir une idée des dépenses d'investissement ou des investissements futurs qu'elle est prête à consentir. Notre gestionnaire de portefeuille japonais s'est récemment rendu en Corée et à Taïwan pour effectuer ce type de voyage. Nous gardons aussi à l'esprit ce qui se passe en Chine, qui est évidemment un acteur très important dans la région. Je pense donc que la compréhension du Japon, mais aussi de la chaîne d'approvisionnement régionale, est un aspect très intéressant de notre vision du pays. Ouais, c'est une autre chose très importante pour les Canadiens lorsqu'ils investissent à l'extérieur du Canada.
Bon, on ne peut pas tout faire non plus. Je ne peux pas simplement aller frapper à la porte d'une grande entreprise canadienne, entrer, m'asseoir avec les membres du conseil d'administration et le PDG de l'entreprise et discuter de la marche de leurs affaires, inspecter les installations, ce genre de choses. Ce n'est pas comme si nous pouvions faire cela au Canada, mais c'est quelque chose que quelqu'un qui gère un portefeuille important sur le marché canadien, comme RBC, Gestion mondiale d'actifs, serait en mesure de faire. Et ça fait une différence, bien sûr. Si vous envisagez d'investir à l'étranger, si vous êtes plus éloigné géographiquement et mentalement, il est important de pouvoir faire ce genre de choses et d'investir avec quelqu'un qui peut les faire, car ces informations vous apportent beaucoup. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Permettez-moi de vous donner quelques statistiques intéressantes à considérer. Prenons l'exemple du S&P 500. Si vous regardez combien d'actions du S&P 500 ont en fait moins de 10 analystes, sont très peu couvertes, très peu étudiées. Moins de 10 analystes couvrant ces actions, vous constaterez que cela représente environ 2%. C'est le dernier chiffre dont je dispose. Seuls 2% des actions du S&P 500 sont couvertes par moins de 10 analystes. Ce chiffre est supérieur à la moitié pour le Japon si l'on se réfère au TOPIX 500. Plus de la moitié de l'univers japonais est donc très peu étudié. Cela se comprend car, comme nous l'avons dit, le pays a connu 3 décennies perdues. On s'intéressait moins aux actions à l'époque. Je pense donc que les personnes qui effectuent un travail fondamental sur le terrain, qui ont à la fois une connaissance locale et une connaissance de l'Asie dans son ensemble, ont un réel avantage pour investir à long terme. Oui, David, revenons au marché. S'agit-il d'un cas où la marée montante soulève tous les bateaux en même temps? Y a-t-il des domaines particuliers du marché en termes de secteur ou peut-être même de capitalisation? S'agit-il d'un cas où les grandes entreprises sont les gagnantes, mais où les petites entreprises montent en puissance? Lorsque vous examinez votre portefeuille, vers quoi vous orientez-vous et où rencontrez-vous le plus de succès en ce moment? C'est une bonne question. Remontons aux 5 dernières années, commençons par 2021. Au cours des 5 dernières années, chaque année, vous avez enregistré une croissance saine des bénéfices au Japon dans son ensemble. Les entreprises japonaises dans leur ensemble ont enregistré une bonne croissance de leurs bénéfices au cours des 5 dernières années, année après année. Les performances boursières ont également été bonnes, avec 4 années sur 5 affichant une forte hausse des cours. En plus de la croissance des bénéfices, on assiste à ce qu'on appelle une réforme de la gouvernance d'entreprise, dans le cadre de laquelle les entreprises versent des dividendes et procèdent à des rachats d'actions. Cela s'ajoute à la croissance du bénéfice par action qui fait grimper les cours des actions. Voilà donc le tableau d'ensemble qui est en soi assez solide. Maintenant, pour répondre pleinement à votre question, je voudrais également mentionner qu'il y a toujours des gagnants et des perdants, bien sûr. Vous ne voulez pas acheter le panier complet quand il y a des gagnants et des perdants. Ce qui se passe en ce moment, effectivement, lorsque l'inflation s'installe, lorsque les salaires augmentent, comme nous l'avons mentionné, c'est que les entreprises voient leur structure de coûts changer. Certaines des activités qu'elles pensaient pouvoir mener à bien sans problème ne le peuvent plus car les salaires et les coûts changent. Elle se débarrasse donc de certaines de ces activités. Les industries se consolident. Il y a aussi de grands changements de bouleversements au niveau mondial liés à l'intelligence artificielle, aux investissements dans les réseaux électriques, comme nous l'avons également mentionné, auxquels le Japon est également étroitement lié. Il y a clairement des gagnants et des perdants et c'est quelque chose que nous gardons à l'esprit lorsque nous pensons à notre exposition sélective aux actions japonaises, par exemple. L'une des choses que j'entends souvent lorsque je rencontre des investisseurs européens, lorsque je fais du marketing là-bas, lorsque je parle à des clients institutionnels, c'est qu'ils ont une vision rétrograde du Japon. Ils disent que les petites capitalisations et l'exposition à la valeur ont bien fonctionné dans le passé, mais ces dernières années, lorsque les marchés ont connu une croissance collective, comme je l'ai dit, dans une perspective descendante, on constate que les grandes capitalisations et les grands secteurs sont également à l'origine d'une grande partie de cette croissance. Ce qui a fonctionné dans le passé, ou une approche panier, ne fonctionnera pas. Nous devons vraiment travailler de manière ascendante, sélectionner les gagnants et les perdants et rester agile face à la macroéconomie mondiale et à l'évolution du Japon. C'est ce que nous faisons tous les jours. Oui, c'est un point important, David. Nous en avons parlé dans plusieurs marchés différents.
L'idée selon laquelle, pendant un certain temps, il suffisait d'acheter le panier, justement. Comme je l'ai dit, la marée montante soulève tous les bateaux en même temps. Mais après quelques années de performance et de concentration au sein des marchés et à l'approche d'un marché qui sera caractérisé, comme vous le dites, par davantage de gagnants et de perdants, vous voulez quelqu'un qui possède l'expertise nécessaire pour faire ses choix à votre place plutôt que de simplement acheter le panier. Et cela va devenir plus important sur tous les marchés. Mais c'est intéressant d'entendre que le Japon est exactement dans le même cas. Oui, tout à fait. Alors, David, nous allons peut-être terminer par un dernier facteur susceptible d'influencer le marché japonais, à savoir la situation politique dans ce pays. Des élections viennent d'avoir lieu, cela a-t-il changé ou renforcé votre position? Que pensez-vous de la situation politique en ce moment? Je pense que la situation devient beaucoup plus optimiste, beaucoup plus constructive. Cet effort concerté, comme je l'ai déjà mentionné à plusieurs reprises, de la part du gouvernement et des entreprises, repose en partie sur la stabilité politique et le soutien des pouvoirs publics. On pourrait donc dire qu'il s'agit d'une évolution depuis Abe, l'Abenomics d'il y a plus de 10 ans, mais qui a été adapté et perfectionné depuis lors. Après sa victoire écrasante ce week-end, Taikaichi dispose désormais d'une consolidation politique, si l'on peut dire, qui lui permet de soutenir les entreprises. Les dirigeants d'entreprise peuvent désormais s'appuyer sur une plus grande certitude et une meilleure visibilité en matière d'élaboration des politiques et ils peuvent se concentrer sur ce qu'ils font très bien, à savoir créer de la valeur dans leur secteur. Pour nous, lorsque nous le sentons, nous discutons avec les PDG, les directeurs financiers, pas depuis les élections qui n'ont eu lieu que le week-end dernier, mais je ne serais pas surpris que beaucoup d'entre eux se sentent beaucoup plus optimistes, beaucoup plus constructifs et à l'aise pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Oui, le Japon est un peu comme moi. Certains qualifieraient ma carrière de 3 décennies perdues et la pandémie m'a sorti de cette situation. Et maintenant, je fais mon retour. Ma femme est très heureuse. Oui, vous êtes de retour. Les enfants aussi sont heureuses. Elles ont toujours été fans du Japon d'ailleurs. Et c'est vraiment intéressant pour ceux de ma génération. Je retourne voir ces films de la fin des années 80 et je n'ai jamais oublié la puissance de la culture et des affaires japonaises à cette époque. Alors évidemment, j'ai toujours attendu cette renaissance du Japon et voilà qu'elle arrive. Et ce qui est formidable, c'est que vous faites un excellent travail pour saisir cette opportunité sur le marché japonais. Ouais, il y a un point que j'aimerais ajouter pour que nous comprenions bien l'ampleur de ce phénomène et que nous ne sommes pas du tout en retard, en fait. Si vous considérez le Japon comme une partie de l'indice mondial, il représente environ 5 ou 6. La plupart des investisseurs mondiaux sous-pondèrent ce pays d'environ 100 à 150 points de base, d'après la dernière enquête que j'ai vue. Les actions internationales sont un autre produit important sur lequel nous nous concentrons avec notre équipe chargée des actions européennes. 25% de cet indice provient du Japon. Il se passe beaucoup de choses, mais comme il est sous-pondéré, outre la devise que j'ai mentionnée avant, les flux devraient également jouer en faveur de cette équation. Si vous regardez les ménages japonais, plus de 50% d'entre eux, parce qu'ils sortent d'un environnement déflationniste, détiennent encore des liquidités sous forme de dépôt et le gouvernement incite les ménages à s'intéresser davantage à des produits tels que les actions afin de se protéger contre l'inflation. Tout cela constitue un vent favorable. Joignez-vous au commerce en quelque sorte. C'est intéressant à observer et à suivre à partir de là. Oui, c'est un excellent point car encore une fois, lorsque vous avez le potentiel d'un afflux beaucoup plus important vers cette opportunité, c'est également un facteur déterminant. Les anciennes règles de l'offre et de la demande sont toujours en vigueur, même sur les marchés boursiers. Les gens l'oublient. Avant de partir, David, vous avez mentionné la Corée du Sud, que je trouve être une économie fascinante, un marché fascinant. J'ai passé 14 heures à Séoul lors d'une escale et ce furent parmi les 14 meilleures heures de ma vie. Tout simplement formidable. Et principalement à cause de la nourriture, je dois le dire, j'aime manger et le café était bon là-bas aussi. Mais quand les gens pensent à la Corée du Sud, comme marché d'investissement. On voit des exemples de l'économie sud-coréenne un peu partout au Canada.
Suffit de se retrouver coincé dans un embouteillage. Mais évidemment, c'est beaucoup plus important que Hyundai ou Kia. C'est aussi un marché d'investissement formidable, non? Oui. Ce qui se passe, c'est une situation très semblable à celle du Japon. C'est pourquoi il est intéressant de les comparer. Premièrement, je pense que les États-Unis essaient de rapatrier beaucoup plus de production car ils essaient d'investir davantage dans la défense et dans les réseaux électriques, entre autres, et ils se tournent vers les puissances industrielles d'Asie, comme la Corée, le Japon, pour s'approvisionner et aussi pour investir directement aux États-Unis. C'est en grande partie ce que nous avons observé au cours des 12 à 18 derniers mois. Pensez aux entreprises de construction navale en Corée, pensez aux équipements électriques, en plus des semi-conducteurs, qui alimentent l'industrie de l'IA et les centres de données. C'est en grande partie pour cette raison que la Corée a été le marché le plus performant au cours des 12 derniers mois. Mais les mêmes thèmes touchent également le Japon, et cela devient globalement très intéressant. Oui, lorsque les perspectives de croissance mondiale sont meilleures, la Corée du Sud fait partie de ces marchés, bien entendu. C'est presque un baromètre de l'évolution mondiale en termes de croissance. Car comme vous le dites, il y a cette intensité dans l'industrie manufacturière, la construction à grande échelle, la technologie, tous ces domaines. Donc, ça bouge. Il s'agit d'un indicateur de l'évolution de la croissance mondiale. Et cela ne semble pas prêt de s'arrêter. Non. Et en plus de cela, le nouveau président qui a pris ses fonctions essaie de s'inspirer du modèle japonais et de comprendre pourquoi la Corée souffre d'une telle baisse de ses bénéfices et de sa création de valeur. Il tente également de relancer ce secteur. Et cela semble fonctionner pour vrai. Ils viennent de célébrer le passage de la barre des 5000 points sur le Kospi. Et les vendeurs sont enthousiastes, ils revoient à la hausse leurs prévisions et ils visent les 7000 points. Pour l'instant, la dynamique semble favorable aux fondamentaux, mais aussi au cours des actions. Et ce que cette conversation rappelle aux investisseurs, David, c'est que lorsqu'un secteur est au plus bas aux yeux de tous, c'est probablement le moment où il faudrait s'y intéresser. Et je pense que le Japon en est un exemple classique. Comme vous le dites, c'était un pays oublié avant la COVID et il suffit alors d'un petit coup de pouce, d'un événement qui change la donne et tout à coup, ça décolle. Si vous êtes à l'affût de ce genre d'opportunité, comme je sais que vous l'êtes en permanence, mais pour un investisseur lambda, disons, ces opportunités existent si vous prenez la peine de les chercher. C'est souvent au plus profond du désespoir, tout comme au sommet de l'optimisme, qu'il faut être prudent. Oui, je crois avoir entendu cela dans l'une de vos émissions, Dave. Nous n'essayons pas d'anticiper le marché, nous essayons de diversifier nos placements, de trouver de bonnes idées dans les différents secteurs. Ouais, je crois avoir entendu ça chez vous, en fait. Ça devait être un invité intelligent. Je m'appuie toujours sur mes invités comme je l'ai fait avec vous. David So, c'était excellent. Merci d'être venu. Nous allons vous inviter à nouveau bientôt. Ce serait formidable. Merci beaucoup. Cet enregistrement a été fourni par RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. à des fins d'information seulement et ne constitue pas un conseil de placement ou un conseil financier. Vous devriez consulter vos propres conseillers juridiques, comptables, fiscaux, en placement ou en planification financière avant d'effectuer toute opération.